À plusieurs occasions de ma vie personnelle et de ma vie d'historien, j'ai croisé l'histoire de l'Algérie. Mon premier souvenir concernant cette histoire, qui est peut-être aussi mon premier souvenir de rapport à la politique. Je suis né dans la banlieue parisienne et à l'époque j'avais donc 11 ans à peu près, 12 ans. Je prenais le train tous les matins et j'allais au lycée Jacques Decour à Paris, à côté de la gare du Nord. Un soir, en sortant, en me dirigeant vers la gare du Nord pour prendre mon train, il y avait un attroupement de jeunes avec des pancartes. Et c'était très tendu, il y avait des espèces de bousculades, ça criait, ça hurlait, des slogans, et ils distribuaient des tracts. Et donc je me suis un peu mis à l'écart, bien sûr, mais j'ai quand même traversé ces attroupements, et puis je suis resté un moment à regarder, c'était un spectacle pour moi, et on m'a remis un tract que j'ai gardé. Et sur ce tract, seule chose dont je me souviens, c'était Paix en Algérie. Et c'était à quelle époque? Alors, c'était donc 160. Je garde le tract, je prends mon train et je rentre chez moi. Et j'en parle à mon père. Mon père, c'était quelqu'un de gauche, on peut dire, laïque, de famille très laïque. Bien sûr, il était pour ce slogan-là, mais ça ne l'intéressait pas vraiment. Et la guerre d'Algérie, à l'époque, je crois, très longtemps, ça n'a pas été une grande préoccupation pour les Français. Et il y a un moment où ça bascule, c'est quand les cercueils commencent à arriver dans les villes et dans les villages. L'arrivée des cercueils de soldats français, de fils. J'ai trouvé dans mes recherches beaucoup de descriptions d'enterrements qui prenaient de plus en plus d'ampleur et qui se transformaient en rassemblement politique. Et les familles ont pris conscience, si tu veux, que là il se passait quelque chose qui était grave et dramatique, je crois. Alors pour revenir à ce tract-là, il a eu Paix en Algérie, voilà, bon, mon père m'a pas très bien expliqué, il a eu un écho pour moi longtemps après. C'est-à-dire que longtemps après, j'ai retrouvé ce débat, cette discussion sur l'histoire de la paix en Algérie. Parce qu'en fait, c'était un slogan à l'époque du Parti communiste français. Et il y avait un autre slogan que j'ai découvert après dans mes recherches historiques. Il y avait une opposition, il y avait un conflit intérieur de la gauche entre ceux qui disaient paix en Algérie et ceux qui disaient FLN vaincra. Il y avait tout un courant politique qui était donc pour l'indépendance, clairement affirmé, et il y avait une espèce de compétition dans les slogans, dans les manifestations, entre ceux qui se contentaient de dire paix en Algérie si on arrête là et on trouve une solution de compromis, de paix de compromis, et les autres qui disaient non, il faut aller jusqu'au bout, il faut aller jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, et c'est les réseaux, UNAF, PSU, les porteurs de valises, tous ces gens-là qui se battaient pour vraiment aller jusqu'au bout du processus et que les Algériens obtiennent leur indépendance. Donc voilà, c'est l'écho de ce tract quelques années après. Voilà. Donc ça, c'est mon premier souvenir, disons, politique. Le deuxième, mais très peu de temps après, en fait, en 61, au moment du putsch des généraux, et mon père, toute la journée, collé au transistor avec une angoisse qui montait et qui transmettait à la famille au fur et à mesure des nouvelles. Mais mon père, quand même, en tant que citoyen, il a été extrêmement, je crois, comme des centaines de milliers de Français à l'époque, à ce moment-là, ils ont eu peur, quoi. Ils ont eu peur qu'on bascule dans l'anarchie, dans le chaos, dans l'affrontement armé. Dans ce contexte-là, les historiens ont beaucoup insisté là-dessus, c'est le rôle du transistor. Oui, le transistor, la communication directe. Oui. Aussi bien d'ailleurs pour les citoyens français qui vivent en direct, la possible arrivée des paras qui viennent prendre le pouvoir, que les soldats du contingent qui ont vécu aussi en direct le putsch et qui s'est entraîné une réaction dans le contingent, qui pour la première fois, a refusé d'obéir, a refusé de suivre. Wow. Alors, ils avaient pris le pouvoir en Algérie au niveau justement du contrôle des médias, mais pas en France, quoi. Et justement, le gouvernement français qui aussi ont réagi contre une tentative de coup d'État, ils ont diffusé massivement l'information par cet intermédiaire-là, qui était assez nouveau quand même comme moyen de communication direct par rapport aux gens. Et je crois que c'est ce qui a bloqué aussi en grande partie le processus du putsch, cette réaction-là. Là, c'est donc mon deuxième souvenir, marquant, quoi. Il y a un autre événement qui m'a marqué, c'était pas juste avant 68, j'étais en philosophie, je m'intéressais à beaucoup de choses, quoi, je lisais énormément, et j'ai découvert un livre sur l'Algérie qui m'a énormément impressionné à l'époque,
C'était les 5 tomes du livre d'Yves Courrière. Et j'ai lu les 5 livres d'affilée, et j'ai découvert cette histoire, et ça m'a passionné, hein, cette histoire de l'Algérie. En plus, ce qui m'a très intéressé dans le travail d'Yves Courrière, c'est que c'est pas un livre manichéen. C'est un livre qui montre évidemment la colonisation avec ses méfaits, avec sa brutalité, avec son exploitation. Ça, il ne cache rien là-dessus, sur la confiscation des terres et tout. Qui montre en détail le déclenchement de la révolte, la Toussaint Rouge, etc. Bon, ça, les faits sont examinés d'une manière extrêmement précise et sérieuse, mais qui montre aussi l'envers du décor, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur du FLN. Et à l'intérieur du FLN, bon, bien sûr, c'est le mouvement qui dirige la révolution, qui dirige la lutte, la guerre d'indépendance. Mais à l'intérieur, il y a bien sûr le combat contre Messali Hadj, bien sûr des règlements de compte avec ce courant politique de Messali Hadj, et puis après il y a le règlement de compte interne du FLN. C'est une histoire dramatique quand même quand tu vois ce qui s'est passé. On a écarté. Je parlerai tout à l'heure à l'occasion du livre de Pierre Testu, d'un personnage qui m'a beaucoup marqué, moi, dans cette recherche, c'est le personnage d'Aban Ramdan. Le problème, si tu veux, qui sont arrivés très vite après l'indépendance, n'ont pas été réglés parce qu'en fait, ces problèmes sont nés d'une façon antérieure, avec le fonctionnement du FLN, avec les combats internes, avec la prise de pouvoir, avec les éliminations, les règlements de compte, la manque de démocratie dans cette organisation, qui a donc assuré quand même la victoire, et l'arrivée à l'indépendance, mais qui est arrivé avec une conception monolithique du pouvoir, une conception bureaucratique du pouvoir, sans que jamais vraiment il y ait eu de fonctionnement démocratique. Donc effectivement, tout ce qui est arrivé après, c'est aussi la conséquence de cet état de choses dans ce mouvement de libération, quoi. Bon, donc ça c'est effectivement une découverte totale. Oui. Parce que finalement tu n'es jamais parti, tu ne connais pas l'Algérie. Non, j'ai jamais été en Algérie, non. Alors, on a failli y aller avec quelques années de ça, mais ça ne s'est pas fait, malheureusement. Mais bon, c'est vrai que j'aimerais bien effectivement faire un voyage là-bas, parce que bon, je connais maintenant, si tu veux, les différents lieux où il y a eu cet épisode important de cette guerre de libération, et j'aimerais voir de visu, quoi, en réalité, ces lieux, en particulier les montagnes. Alors ensuite, donc dans ma découverte historique, il y a eu mai 68. Je me suis engagé, politiquement, extrême gauche. Est-ce qu'on pouvait ne pas s'engager en mai 68 ? Bien sûr, il y a des gens qui sont restés totalement neutres dans cette histoire-là, mais pour beaucoup de jeunes de l'époque, moi j'avais 18 ans, c'est un événement qui a été un choc total, quoi, un bouleversement total dans ma vie, quoi, entraîné par un tourbillon. Et à partir de là, tu n'en sors pas indemne, quoi. Tu es marqué par ces mois de folie, d'exubérance, d'espérance aussi. Tu te dis, bon, ça y est, le monde va changer, et tout ça. Bon, il y avait cet élan énorme, quoi, et donc, mai 68, donc forcément, mon approche idéologique, à suite de ça, a changé. Bon, je n'ai pas rompu avec l'approche idéologique d'Yves Courrière, que je trouve extrêmement honnête, extrêmement sérieuse. Mais bon, après, c'est plutôt l'aspect anticolonialiste dans l'histoire de la guerre d'Algérie qui m'a intéressé, que j'ai étudié, c'est-à-dire en fait la façon dont s'est passée la conquête, en particulier la brutalité qu'on découvre aujourd'hui, qu'on a souvent occultée et niée, mais cette brutalité, cette façon de traiter les gens du pays, d'une manière atroce, quoi. Ces événements sont documentés, je veux dire. Ils sont documentés. La confiscation des terres, aujourd'hui, on retrouve effectivement tous les documents. Il y a eu des témoignages sur la brutalité, les massacres dans les villages, l'histoire de l'enfumage dans les grottes des populations qui avaient été entassées là, qui avaient été obligées de se réfugier là. Bon, tout ça, l'approche idéologique en fait, la colonisation, les colons qui bloquent toute réforme au niveau des parlements, qui empêchent toute réforme électorale, bien sûr, pour ne pas perdre la primauté et le pouvoir. Et puis, donc ensuite, l'engagement
de ceux qui se sont battus contre l'intervention française, militaire française, quoi. C'est ça qui m'a intéressé. Hein, toutes les réseaux de désertion, les porteurs de valises. J'ai eu des livres sur les porteurs de valises qui sont passionnants. Le réseau Janson, quoi. Beaucoup de Français ont pris fait et cause pour la cause algérienne. Bah, bien sûr. Et se sont engagés dans cette cause. Alors, engagés en forme de soutien, bon, l'histoire de Maurice Audin, etc., qui était un communiste algérien. Hein, bon. Donc, qui se sont engagés jusqu'à participer au combat. Hein. C'est-à-dire à prendre les armes. Oui. Hein. Oui, bien sûr. On pense à Henri Maillot. Henri Maillot. Fernand Yveton était du PCA, le premier condamné à mort algérien. Oui. Le PCA appartenait à la même configuration internationale, bien sûr, internationale dirigée par l'Union soviétique, bien sûr. C'était. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a eu une différenciation entre le PC français et le PCA. Le PC français donc est resté dans le cadre d'une solution de compromis, l'histoire de la paix en Algérie. Hein, l'idée de l'indépendance n'a pas vraiment franchi les résolutions de congrès, quoi, enfin pas été intégré aux résolutions de congrès. Et par contre, le PCA, qui vivait sur place et qui est donc forcément devait se positionner par rapport au FLN, aux actions armées du FLN, et bien certains membres du PCA donc se sont engagés dans le maquis, ont pris les armes contre les soldats français, contre l'armée française dans les maquis. Ça c'est quand même très rare, hein, et très très minoritaire évidemment, mais des figures quand même assez étonnantes. Ils ont choisi le camp algérien, le camp de l'indépendance contre leur pays d'origine, quoi. C'est étonnant, cette histoire. Alors, c'est cette histoire-là, moi, du fait de mon engagement, qui m'a intéressé. Et ce qui m'a intéressé aussi après, en tant qu'historien, c'est l'indépendance elle-même et l'expérience Ben Bella. Une tentative, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays africains, aux indépendances, tentative d'expérience socialiste, économiquement, quoi. Hein. Bon, ce qui est arrivé, la même chose est arrivée au Mali, la même chose est arrivée au Congo, au Burkina, au Mozambique. Il y a eu l'indépendance, c'était porté par des partis progressistes qui voulaient changer les rapports de force, qui voulaient changer l'économie, qui voulaient sortir du colonialisme, qui voulaient construire un monde nouveau. Donc c'est extrêmement intéressant et ça s'est très mal passé pour toutes ces expériences-là. Ça a très très mal terminé, toutes. Hein. C'est des échecs, ça se termine par la corruption, ça se termine par la répression, ça se termine par l'intervention souterraine, hein, des forces donc coloniales ou néocoloniales. Et l'Algérie, c'est ça aussi. L'histoire de Mandela, c'est une expérience intéressante parce que l'histoire de l'autogestion, l'histoire de vouloir mettre en place des structures socialisantes ou socialistes dans la gestion des terres. Avec une expérience aussi intéressante, c'est l'histoire des Pieds Rouges qui ont choisi, eux, le camp de l'expérience socialiste algérienne, hein, et qui ont décidé d'y participer. Ce sont des gens donc, qui ont, par idéal, hein, ont accepté de quitter leur pays, s'engager dans une expérience un peu chaotique. J'avais comme projet, ici sur Bordeaux, de faire un travail là-dessus, puisque j'appartiens à plusieurs associations historiques, et je m'occupe en même temps de cinéma, hein, la participation à des festivals, l'organisation de festivals. Et l'idée m'était venue de faire un travail sur ces expériences socialistes. Il y a eu beaucoup de films qui sont sortis sur ces expériences. Des films qui effectivement montrent comment elles sont nées et comment elles ont échoué. Hein, en particulier par les assassinats, Lumumba, Sankara, qui ont été liquidés, tout ça. Et sur Sankara, il y a eu des films très intéressants, et sur Lumumba aussi. Donc voilà, c'était un projet que, je n'ai pas encore réussi à mettre en place, mais faire un travail de recherche universitaire sur ces expériences et les comparer entre elles et montrer, et en particulier donc l'expérience algérienne, hein, pourquoi elles ont échoué, qu'est-ce qu'il y a comme point commun qui explique leur échec, et faire une projection de film autour de ça, quoi. Voilà mon projet, mais bon, c'est pas encore
ce n'est qu'un projet pour l'instant et qui a eu quelques oreilles attentives, mais bon, pour moi, pas. L'autre élément qui m'a amené à m'intéresser beaucoup à cette histoire, c'est la publication d'un livre. Donc, ça c'est quelques années après, qu'après. Donc, je suis historien, mais en même temps, j'appartiens à une maison d'édition que l'on a montée sur le Lot-et-Garonne, une maison d'édition associative qui groupe pas mal d'historiens qui se sont retrouvés pour justement que les recherches soient publiées, quoi. Bon. Et donc dans ce cadre-là, j'ai rencontré donc quelqu'un du Lot-et-Garonne qui s'appelle Pierre Testu, qui était déjà un ami à moi, on se connaissait avant au niveau syndical, on avait donc de bons rapports. Et donc un jour, Pierre est venu me dire, voilà, Pierre, moi, bon, je suis pied noir, et j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre sur mon enfance, sur mes souvenirs. Et est-ce que la maison d'édition, l'édition d'Albret, dont je m'occupais, dont je m'occupe encore, serait prête à publier ce livre? J'ai dit, écoute, on va le lire, je vais le lire, et puis on va en discuter. Je l'ai lu, et bon, je m'intéressais à ce livre. Et on en a discuté, je lui ai fait quelques remarques, par rapport à la construction de son livre. Et puis le travail s'est lancé, comme ça. Bon, donc lui, il a écrit. Je suis à ce moment-là, je me suis branché sur les événements qu'il avait évoqués en tant qu'historien. L'intérêt de ce livre, c'est 3 niveaux d'approche. La difficulté, c'était de faire que ce soit pas des morceaux qui soient juxtaposés comme ça les uns aux autres, qu'il fallait les fusionner, il fallait les mélanger, les 3 niveaux d'approche. Le premier niveau d'approche, c'est les souvenirs d'enfance. Qui était chez lui extrêmement précis et extrêmement riche. Tout ce qu'il a vécu, même les petits faits anodins qui donnent une matière. Ils sont bien présents plus de 50 ans après, puisque son livre est sorti il y a 2-3 ans, ça pas plus. Ça, c'est le premier niveau d'approche. Le deuxième niveau d'approche, c'est qu'il est revenu en Algérie et il a retrouvé des amis d'enfance. Il est parti donc en 62, comme le pied noir, et donc il avait des amis dans l'école, etc. Il n'y avait pas tellement de frontières entre ses amis arabes et puis lui. Et donc il les a retrouvés. Et à l'occasion de ces retrouvailles, il a donc donné une deuxième image de l'Algérie actuelle, l'Algérie d'aujourd'hui, avec un regard un peu neuf. Sans oublier, c'est le souvenir d'enfance, tout ça se mélange. Et le troisième niveau, c'est le niveau historique, c'est-à-dire qu'en fait, il a retracé des étapes importantes de l'histoire de l'Algérie en les mélangeant à ses souvenirs et en les mélangeant donc à la vie actuelle. La petite histoire dans la grande, en fait. Voilà, la petite histoire dans la grande, et c'est justement ça qui était, au départ, c'était pas vraiment intégré, et il a réussi ça, à les fusionner, et ce qui est bien, c'est que, on passe d'un niveau à l'autre, mais d'une manière très fluide et très très souple, et c'est un bouquin extrêmement intéressant à ce niveau-là. On a fait des conférences, et j'ai travaillé en particulier sur plusieurs sujets. J'ai travaillé sur la conquête d'abord, parce que lui, il prépare un deuxième livre, il travaille sur un deuxième livre qui a rapport avec la conquête de l'Algérie par l'armée française et par les colons, bien sûr aussi. Et donc la brutalité de cette conquête, que moi j'ai découvert des choses, les atrocités qui ont été faites, le mépris qu'on pouvait avoir pour ces populations au niveau des militaires, au niveau des généraux de la conquête, c'est absolument impressionnant. Et on découvre ça aujourd'hui, Alors c'est le premier aspect. Et puis moi après j'ai découvert, grâce à cette histoire, l'existence de 2 femmes qui m'ont, dans le parcours, complètement subjugué, Deux femmes kabyles. Ce sont 2 héroïnes kabyles. Berbères kabyles. Kabyles, donc... Oui, et c'est ça qui m'a intéressé, c'est le rapprochement entre ces 2 femmes. Donc d'abord la Karina. Karina, oui. Alors je sais pas, on dit Karina... oui, je pense qu'il y a 2 orthographes. Je prononce Karina, mais je pense que quand on dit Karina ou la Karina, ce sera
Tout le monde comprend. Voilà. Oui, et ensuite, Lata Fatma Soumer, je ne sais pas comment on prononce. Qui est, moi, une femme qui m'a impressionné. Et alors, ce qui m'a impressionné, c'est le rapprochement entre ces deux femmes. Alors, bien sûr, à des distances historiques, à des écarts historiques extrêmement importants. Hein. C'est le 7e siècle, et après, je crois que c'est ça. Et ensuite, c'est la colonisation, quoi, en 1830, 40. Mais beaucoup de similitudes quand même dans leur parcours. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est les similitudes. C'est-à-dire que ce sont deux femmes qui se sont émancipées du pouvoir des hommes. Et c'est pas pour dire quand on connaît les difficultés d'émancipation de certaines femmes en Algérie, de plus en plus de femmes en Algérie à l'heure actuelle. Donc c'est bien de remettre les choses dans un contexte. Voilà. Ouais. Et comment? Alors il y en a une qui je crois, alors au niveau des légendes, il y a un mélange de légendes d'histoire. Une qui aurait tué son mari, qui était un personnage brutal, etc. Qui a tué un tyran. Enfin bon, elle s'est opposée à des hommes et du fait des successions, elle est devenue effectivement une reine, donc enfin une dirigeante politique. Une guerrière. Et donc ça c'est le premier point commun. Et Lata, donc Fatma Soumer, pareil quoi. Elle s'est émancipée de la présence de l'homme parce qu'elle a refusé la consommation et le mariage et qu'elle s'est enfuie. Alors un premier frère a voulu lui imposer un mari, elle s'est enfuie pour se réfugier auprès du deuxième frère. Et là, son émancipation totale par rapport à la domination d'un homme, quoi. Donc, deux parcours complètement parallèles, étonnamment similaires. Et puis, ensuite, toutes les deux sont devenues des femmes de guerre, enfin des dirigeantes ce qui est très étonnant quand même pour des pays dont on sait que les femmes, dans lesquelles les femmes ont un rôle souvent mineur et minoritaire et domestique, allons-nous dire. Voilà, et elles qui deviennent chefs de guerre, c'est absolument reconnue en tant que telle par les hommes. Reconnue par les hommes, acceptée par les hommes. Alors du fait de sa position sociale, enfin c'est-à-dire que position politique du fait pour la première, et pour la seconde. Alors il y a aussi un autre point commun, c'est que toutes les deux ont un pouvoir spirituel qui aussi a été une influence sur les hommes. On les appelait toutes les deux des prophétesse, devineresse, je crois que c'est le mot pour Karina, c'est ça, quoi, c'est la traduction de ça. Et donc toutes les deux ont ça, et ce rôle spirituel qu'elles ont pris petit à petit a eu de l'influence sur les hommes et leur a permis effectivement de diriger des armées. Je crois que les hommes peut-être, mais les hommes peut-être pas considérés au départ comme des femmes en fait, mais comme des êtres qui avaient un pouvoir un peu surnaturel pour diriger effectivement les combats. Donc c'est ce côté mythique des deux femmes. Donc qui ont gagné des batailles contre les envahisseurs. C'est extraordinaire, quoi. Et qui sont comme un peu, je ne sais pas de ton point de vue comment tu as appris, tu nous rediras, mais en tout cas de mon point de vue, j'ai l'impression qu'en Algérie, ce sont des figures emblématiques qui sont en train de disparaître, des discours enseignés, des enseignements et à l'inverse, pour les personnes qui connaissent, dire je suis une Kahina, c'est ça sous-entend. Oui, c'est paradoxal. C'est très paradoxal que ce rôle d'héroïne, en fait, alors ça vient peut-être aussi au statut de la femme aujourd'hui dans ces pays, quoi, en fait. Minoriser le statut de la femme, ne pas lui donner l'importance, voilà. Et justement, ces deux femmes-là tranchent avec l'idée que les hommes sont supérieurs, que les hommes doivent dominer, et ces deux femmes-là, c'est l'inverse, c'est la contradiction en acte, quoi, de cette et aussi la façon dont elles ont fini, quoi, en fait, leur destin est vraiment tout à fait parallèle, quoi. Une qui est tuée, on coupe la tête et on l'amène aux dirigeants arabes des envahisseurs, et l'autre qui est arrêtée par l'armée française après avoir gagné une bataille historique quand même, la bataille de, je sais plus comment ça s'appelle, oui c'est ça, oui, dans la montagne, l'embuscade qui a une déroute pour l'armée française
française, qui était très rare à l'époque, et donc qui a entraîné une réaction très violente, puisqu'ils ont envoyé, je crois, 35 000 soldats pour écraser cette révolte. Bon, et donc elle a été arrêtée, elle est morte, je crois, en prison, enfin, pas en prison. Toutes les deux ont une vie relativement courte en plus. Très courte. C'est fulgurance, quoi, en fait, hein, dans la vie politique, et ça leur donne encore plus de... Puis en plus, on parle aussi de leur beauté, il y a tout ça qui est autour, des deux femmes splendides, quoi, au niveau... Et je peux regretter, mais peut-être que les personnes qui verront cette interview côté algérien pourront démentir mes propos, mais j'ai l'impression, vraiment, j'insiste, que ce sont deux personnes emblématiques qu'on ne vénère plus, enfin, qui sont tombées, qui sont sorties de l'histoire algérienne. Ça, je connais mal, mais ça peut-être correspondre effectivement à ce qui se passe aujourd'hui, à l'évolution, au fait que les femmes sont de plus en plus rejetées, leur vie est verrouillée, complètement contrôlée, quoi, et que... voilà, il faut pas mettre les héroïnes en valeur, peut-être. Peut-être c'est ça, enfin, je ne sais pas. Enfin, moi, ces deux itinéraires, ces deux parcours de vie, là, m'ont absolument passionné. Donc, j'ai fait une conférence là-dessus, et puis, bon, après, je me suis dit, est-ce que je publie? Mais c'est des histoires qui ont déjà été largement publiées. Par contre, ce qui n'a peut-être pas été fait, c'est le rapprochement entre les deux. Par-delà l'échelle historique, quoi. Hein. Ça c'est peut-être, ça n'a pas été fait. Comment rapprocher les deux destins, qui sont remarquablement parallèles. La dernière chose sur laquelle j'ai travaillé, donc sous l'impulsion du travail de Pierre, qui était un travail remarquable, c'est le congrès de la Soumam. Ce congrès de la Soumam qui aurait pu changer l'histoire de l'Algérie. Et qu'on découvre, ou qu'on redécouvre. Quand on lit les conclusions de ce congrès, aujourd'hui c'est stupéfiant, quoi. Ce programme est un programme totalement démocratique, un programme d'un État laïque, un programme où effectivement on essaye de limiter le pouvoir des militaires, le pouvoir des religieux, où l'armée n'est simplement qu'une force qui est contrôlée par l'État politique, les casernes, et les religieux sont dans le rôle de religieux, c'est-à-dire dans le rôle spirituel, et non pas d'influence politique. Et ce programme de la Soumam, il est remarquable, quoi, et c'est celui qu'on aurait dû mettre en place, quoi. Et ce congrès de la Soumam, clandestinement tenu en Algérie, alors que les gros autres dirigeants du FLN étaient tous à l'étranger, réfugiés à l'étranger, donc n'ont pas participé à ce congrès. Le seul qui a joué un rôle important, et moi c'est un homme qui effectivement, que je trouve remarquable, c'est donc Aban Hamdan, qui lui était un Kabyle, en plus, c'est quand même important, lettré, et Kabyle, lettré, laïque, progressiste au niveau des idées. Donc un homme qui, effectivement, aurait mérité à la libération de devenir, effectivement, les dirigeants du pays. Et un destin tragique de cet homme qui a été assassiné par ses frères. Assassiné dans les conditions, mais ils ont décidé ensemble, quoi, qu'il fallait éliminer Hamdan. Hamdan était eugénère parce que Hamdan n'était pas un militaire, il n'était pas un religieux, c'était un Kabyle. Surtout pas. Il cumulait toutes les tares. Surtout pas Hamdan. Ils l'ont attiré dans des guet-apens au Maroc et ils l'ont froidement assassiné le directoire du FLN, quoi, la direction du FLN. Et d'ailleurs, la débandade, pourrait-on dire, a commencé à ce moment-là, parce qu'ensuite se sont suivis un certain nombre d'assassinats, de règlements de compte, voilà. Et le programme justement de la Soumam voulait éviter ça, quoi. Voulait éviter la prise de pouvoir par des hommes qui s'estiment des hommes providentiels, qui veulent tout contrôler, etc. Et que le pouvoir soit pris par l'armée, que le pouvoir soit pris avec l'influence religieuse, se soustraire à l'influence religieuse. C'est un programme qui effectivement est aujourd'hui une grande actualité. Il date de 1956 et d'ailleurs les révoltes populaires récentes, le fameux Hirak en Algérie, se sont réclamées du congrès de la Soumam. Et ça c'est tragique parce que en fait, ça aurait donné tout à fait un autre visage. Et aujourd'hui, la tristesse, c'est que tout ça s'est retombé, quoi. Qu'est-ce qu'il en reste de ce mouvement, quoi. Ma dernière expérience, évidemment, de confrontation avec l'histoire algérienne,
c'est le fait que j'ai été intégré à une famille pieds noirs récemment. Voilà, j'ai été intégré à une famille pieds noirs. Donc moi j'arrivais avec mes présupposés idéologiques, politiques, sur les colons, les gros colons qui avaient donc pris les meilleures terres, qui avaient exploité le peuple des paysans algériens, et donc et qui étaient donc en fait qui avaient un mépris total pour la population arabe, qui les considérait comme des inférieurs. Voilà. Grosso modo, finalement, n'avait que le résultat que la résultante du fait qu'ils avaient été chassés d'Algérie n'était que ce qu'ils avaient mérité, grosso modo. C'est que... pas exactement, j'étais quand même plus nuancé que ça. J'étais plus nuancé. Mais en fait, voilà, bon, je plaignais pas vraiment les gros colons, quoi. Je disais que ils veulent mériter, comme tu dis. Hein, ils vont chercher l'exploitation, ils n'ont pas voulu faire la réforme nécessaire au moment où il fallait, en partie électoral, et voilà, ils vont payer tout ça. Bon. Donc j'arrive avec cette idée-là dans cette famille, et puis évidemment je vais découvrir quelque chose d'un peu différent quand même. Hein. Bon, t'as vu les témoignages, c'est pas des gros colons. C'était pas des gros colons, c'est pas des gens qui ont exploité le peuple, quoi. En plus, c'était des familles qui étaient là depuis. C'était des familles, en plus, l'origine. C'est pas des familles d'origine française qui ont participé à une colonisation organisée, planifiée par le gouvernement français, Jules Ferry et les autres là, qui ont poussé à la colonisation et qui ont tout organisé pour l'installation. Là, ce sont des gens qui sont venus pour des problèmes économiques, pour fuir l'Espagne. En tout cas, c'est effectivement des régions extrêmement pauvres, extrêmement misérables. Donc ces gens ont traversé donc la mer pour s'installer là. Mais donc leur installation n'était pas organisée. C'est des gens qui venaient travailler, trouver du travail dans ce pays. Et donc, qui ont pas participé à la distribution des terres, qui n'ont pas participé à l'exploitation, et qui donc ont trouvé leur place dans ce pays, sans qu'on puisse les assimiler aux colons qui sont responsables effectivement de la situation du colonialisme. Quoi. Donc, et tu as découvert au travail. Et j'ai découvert ça, une famille, effectivement, qui a vécu auprès des gens qui étaient mélangés à la population d'origine arabe. Qui ne connaissaient pas la France. Qui ne connaissaient pas la France, qui étaient nés là-bas, qui étaient, bon, voilà. Il y avait toujours une distance, je crois que la distance, elle y était, quand même. Je pense que c'est pas fait, c'est clair qu'entre communautés, mais c'était... voilà, mais il y avait quand même des relations, il n'y avait pas le sentiment de supériorité, de racisme, de rejet de l'autre. Il y avait un savoir-vivre ensemble, simplement, effectivement, les gens ne se mélangeaient pas, il y avait des... C'est ça, et ça c'était... par rapport au peuple, quoi, ce sont les petits colons. Alors, ils méritent le terme de colons parce qu'ils se sont installés dans un pays qui n'était pas le leur, mais c'est pas des colons exploitants qui exploitent les autres, quoi. C'est des colons qui comme les immigrés qui viennent vivre dans un pays, quoi, qu'il faut au fur et à mesure s'installent, s'intègrent et participent à la vie économique et sociale du pays et qui deviennent effectivement des... Voilà, c'est ce que j'ai découvert. Donc, si tu veux, mais j'ai pas abandonné mes analyses historiques. Bon, ça c'est, on peut pas d'ailleurs, c'est compliqué parce qu'en fait c'est aussi la réalité de ce qui s'est passé. Hein. Mais j'ai vu le monde pied noir entre guillemets d'une autre façon, tu vois, d'une façon beaucoup plus nuancée. Et puis j'ai appris à les connaître. J'ai pas porté de jugement négatif sur ces hommes et ces femmes qui ont vécu cette expérience douloureuse, dramatique. Hein. Et qui relatent leur souffrance. Et qui relatent leur souffrance, et ça je la comprends très bien aujourd'hui. Ce désarroi qui a dû les frapper, quoi. Je m'imagine, moi, aujourd'hui, on me dirait, bon, voilà, il faut que tu partes, t'installer dans un pays que tu connais pas. Où on t'attend pas. Et que tu romps avec tout ton passé. Là, pour le coup, c'est là-bas que, dans le pays qui sent disant ton pays d'accueil, que tu es là, tu te sens vraiment comme un étranger. Quoi. Voilà, exactement. Et ça, je comprends très bien aujourd'hui quel choc et quel traumatisme ça a pu être. On a la valeur des témoignages, puisqu'il reste encore des témoins vivants, heureusement pour nous. Voilà. Donc c'est aussi là-dessus, c'est autant sur les faits historiques, on n'a pas d'autre choix que de s'appuyer sur des écrits, des archives, et Dieu sait si on en a. Oui. Mais effectivement, là... Les témoignages, c'est irremplaçable.